Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. C'est le 4e épisode de notre série d'entretiens avec Chloé pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on retrouve autant de violences et de VSS dans le milieu médical. Et on va aborder aujourd'hui dans ce 4e épisode la question de la violence médicale et plus spécifiquement des VSS commis sur les patients. Un épisode assez difficile mais essentiel. Et vous allez voir, Chloé est aussi remarquable que dans les 2 épisodes précédents. Je vous souhaite un bon visionnage. Du coup, des biais dans la compréhension de la douleur des patients, une tradition carabine qui est habituée à la violence entre les étudiants, une hiérarchie qui reproduit cette violence sur vous, et j'imagine que de façon irrémédiable, ces violences, ces VSS peuvent se répercuter sur le patient. Bah ouais, bah oui, oui, oui. Et la vidéo de Wild Eye Demon, elle parle de ça. Il y a eu aussi un documentaire qui est sorti sur LCP qui a pas fait beaucoup de bruit, alors que vraiment le documentaire est hallucinant. Il est accessible sur YouTube, Absolument, je me rappelle très qui bien, s'appelle ouais. MeToo Médecin. Ouais. Et il y a des violences en général appliquées sur les patients et de la violence sexiste et sexuelle aussi. Et c'est une catastrophe, hein, bien sûr. Alors, encore une fois, ce n'est pas partout. Il y a plein de soignants qui font bien leur métier. Mais, comment dire, il faut quand même parler de ça, parce que je sais que moi, ça m'arrive quand je parle de ces sujets-là, quand je parle de violence médicale, quand je parle de violence sexuelle sur les patients. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des collègues, même des gens que j'aime bien, hein, me dire, mais parle pas trop de ça, parce que t'imagines pour les gens, après, ils ont peur d'aller voir leurs soignants et tout. Et bon, en fait, les gens, quand il y a de la violence, ils la subissent. Donc, faire comme si elle n'existait pas, ça n'améliore pas les choses, en fait. C'est évident qu'il faut en parler quand même. Et lutter au sein de nos corps de métier pour la réduire au maximum. Et je vais commencer par parler de violence médicale en général, puis après, on parlera de violence sexuelle, hein. Déjà, la violence médicale, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a des types de personnes qui sont plus touchées par ça. Ça va être les personnes vulnérables, les personnes précaires, les personnes marginalisées, les migrants, les personnes obèses et en surpoids. Alors ça, c'est vraiment un truc de fou, hein. La grossophobie dans le milieu médical, c'est hallucinant, hein. Il y a une étude, une grosse étude qualitative qui a été faite il n'y a pas longtemps qui montre qu'il y a plus de 90% des personnes obèses ou en surpoids qui décrivent avoir déjà vécu des humiliations, des manques de prise en charge, des remarques paternalistes, etc., sur leur état de santé. Les personnes toxicomanes, on en parlait tout à l'heure, les personnes avec un handicap, les patients très âgés, les patients déments, enfin voilà, tous ces types de gens sont plus exposés à la violence médicale que les autres. Et tout ça, ça vient de plusieurs choses. La première chose, c'est ce dont on parlait depuis tout à l'heure, mais dans un contexte où on vous apprend votre métier, en vous hurlant dessus, où le chef de service est un type tyrannique qui maltraite la totalité des gens avec qui il travaille, il est évident qu'il ne va pas bien traiter son patient. C'est évident. Moi, quand Toi, j'étais tu fais le étudiante, il y avait une lien, pratique, alors c'est pas... excuse-moi Chloé. Pour toi, moi je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est une phrase qui est extrêmement importante pour moi. Si on traite mal les gens avec qui on travaille, nécessairement on traite mal le patient. Pour toi, c'est une évidence. Bien sûr, Je suis mais d'accord. bien sûr. Enfin, je veux dire, ça semble... Enfin, voilà, bien sûr que c'est terrible. De nous apprendre notre métier comme ça induit aussi la manière dont on va traiter les gens. Et quand j'étais étudiante, moi, il y avait ce qu'on appelait la visite professorale. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc qui est un peu en train de disparaître. La visite professorale, c'était donc une fois par semaine dans le service. On fait la visite avec tout. C'est-à-dire qu'on va voir les patients un par un et on rentre à 15 dans la chambre. Il y a le grand chef, il y a les deux médecins titulaires, il y a les 2 chefs de clinique, il y a les 4 internes et il y a les 8 externes. Et tout ce petit monde arrive dans la chambre du patient, donc un patient qui est hospitalisé dans un THU, donc a priori il n'est pas au moment de sa vie où ça va le mieux, hein, voilà. Il est à moitié dénudé dans son lit, accroché à sa perf, avec une chemise d'hôpital à travers laquelle on voit ses fesses, enfin voilà. On rentre à 15-20 là-dedans, on parle de son dossier devant lui avec des termes très techniques qu'il ne comprend pas. Éventuellement, on l'examine devant tout le monde sans lui demander à une seule seconde s'il est d'accord. Et puis, on passe de patient en patient comme ça. Et ça, enfin, comment dire, c'est pas un grand moment de pédagogie médicale, en fait. On n'a pas besoin de faire ça pour apprendre son métier. Le dossier du patient, en parler à plusieurs, etc., c'est hyper intéressant, mais ça peut se faire dans le couloir. Et puis, je veux dire, si vraiment il y a
un patient qui a un signe clinique particulier, où c'est intéressant que les étudiants viennent toucher son ventre pour voir ce que c'est une grosse rate, etc. Mais en fait, on peut déjà aller voir le patient seul, lui demander s'il serait d'accord pour que les étudiants viennent, faire rentrer les étudiants un par un, n'en faire rentrer que 2 ou 3, et puis les autres, ils toucheront son ventre la semaine prochaine. Enfin, voilà, il y a plein d'autres manières de faire de la pédagogie sans faire ça. Et ça, c'est, on va dire, la petite version, mais je vous parlais au tout départ de faire très mal à des gens qui crient qu'ils ont mal, ne pas s'arrêter, etc. Ça, c'est des trucs qu'on malheureusement, j'ai vu plusieurs fois, quoi. Et voilà, cette manière de dépersonnaliser le patient, de ne pas le considérer comme un être humain, et surtout d'oublier que, en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est lui que ça concerne en premier. Enfin, je veux dire, il n'est pas un objet d'étude. Il est une personne qui arrive avec une pathologie. On apprend à des étudiants à soigner. Donc, bien sûr, ils vont être aux côtés des médecins, ils vont suivre son suivi, etc. Mais on n'est pas obligé de le prendre comme un espèce de mannequin de démonstration, quoi. C'est terrible de faire ça. Et après, bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi des raisons structurelles au fait que parfois on applique de la violence médicale à des gens. Quand on est, par exemple, dans un service d'urgence qui est surchargé, il y a beaucoup trop de patients qui arrivent parce qu'il n'y a pas assez de médecins en ville pour gérer les gens. Il y a des gens qui restent stockés aux urgences parce qu'on n'a pas assez de place pour les mettre dans des lits derrière. Et ben, du coup, on va stocker des gens aux urgences. Qui est-ce qu'on va stocker en priorité, par exemple, aux urgences? C'est les personnes âgées. Parce qu'un cardiologue, quand il n'a plus qu'une place dans son service, il est évident qu'il va garder sa place pour l'homme de 55 ans qui fait une arythmie sévère, mal tolérée, plutôt que pour prendre la vieille dame de 90 ans qui fait sa Xème décompensation cardiaque. Donc il y a une réflexion Et donc, on va utilitariste. stocker ces gens sans avoir le temps de s'en occuper. Par exemple, des patients qui sont déments. Ils se retrouvent au milieu du service des urgences. Ça sonne partout. Il y a de la lumière tout le temps. Il y a des gens qui courent. Ils sont désorientés. Ils savent pas où aller. Ils crient. Ils essayent de partir. Ce dont ils auraient besoin, c'est qu'un soignant se mette à côté d'eux, leur tienne la main, les rassure, réponde à leurs questions qui tournent en boucle du fait que leur mémoire est altérée. Mais personne n'a le temps de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va l'attacher pour pas qu'il se barre et qu'il se mette en danger, qu'il se coince dans les barreaux de son lit. Et puis, on va le sédater pour pas qu'il crie. C'est terrible, hein, ce que je raconte. Mais ça, c'est aussi pour montrer que la violence médicale, c'est, oui, la déshumanisation et tout ça, mais c'est aussi mettre les gens dans des conditions, mettre les soignants dans des conditions qui font qu'ils ne peuvent pas bien soigner les gens. Et ça, c'est aussi un enjeu, un vrai enjeu, quoi. La majorité des soignants n'ont pas du tout envie de maltraiter leurs patients, hein, heureusement. Heureusement. De toute Mais façon, et on en avait longuement parlé au téléphone tous les deux, Chloé, c'est une volonté ou une non-volonté politique, en fait. À partir du moment où on décide bien de sûr. travailler sur les questions des VSS, il faut la réfléchir politiquement et pas simplement débloquer 2000 hébergements d'urgence en plus. Il faut réfléchir à tout dont tu parles là, au fait qu'on détricote tous nos services publics les uns après les autres, dont l'hôpital, et qu'on se retrouve, comme tu le dis là, à faire de la maltraitance parfois active, mais majoritairement passive, comme tu le dis bien. C'est pas volontaire. Les médecins, c'est des gens comme toi et moi. Ils n'ont pas envie de faire du mal aux gens. Ils n'ont pas envie d'être agressifs, etc. Et c'est catastrophique parce qu'on se dit c'est une décision politique qui nécessite pas juste un ministère des droits des femmes, en fait, qui nécessite de comprendre ce que ça veut dire que les violences dans le milieu médical, dans le milieu éducatif, etc. Totalement. Et du coup, totalement. on va venir sur un sujet qui est, oh là là, j'ai pas hâte qu'on vienne dessus, mais des VSS, du coup, des médecins sur les patientes. Ouais. Alors, malheureusement, il y a des médecins qui appliquent de la violence sexuelle sur leurs patientes. Là, on rentre vraiment dans un truc qui est pas rigolo du tout, hein. Pas rigolo du tout, du tout, du tout. C'était pas très marrant ce qu'on avait dit avant, mais là, c'est assez terrible. Comme je le disais tout à l'heure, moi, je vous conseille par exemple de regarder le documentaire MeToo Médecin qui est passé sur LCP. C'est des journalistes qui ont fait une enquête sur plus de 10 ans. C'est une enquête qui a commencé avant MeToo et ils vont citer plein d'exemples de cas de médecins auteurs d'agressions sexuelles ou de viols sur leurs patientes, et surtout la manière dont tout un système autour s'est organisé pour non seulement ne pas les mettre à distance, mais en plus parfois les protéger. Et là, je vais vous donner 2 exemples concrets, mais il y a beaucoup, beaucoup de cas, malheureusement, hein, c'est terrible de dire ça, mais il y a vraiment beaucoup de cas. Je vais vous parler de l'exemple du docteur Le Squarneck et du docteur Pidol.
Alors, Joël Le Squarnex, c'est un homme qui était chirurgien viscéral, qui a exercé pendant plus de 30 ans, d'abord dans un hôpital de Bretagne, je crois que c'était Vannes, puis dans un hôpital de Charente-Maritime à Jonzac. Et c'est un homme qui est actuellement mis en examen pour avoir violé plus de 300 enfants âgés de 6 à 12 ans. Euh, c'est un homme qui a été attrapé pas du tout dans l'exercice de ses fonctions. Quand il a été mis en examen, il était retraité. Il se trouve qu'on l'a confondu parce que il a agressé sexuellement sa petite voisine de 7 ans, 6 ou 7 ans, je crois, qui a eu le courage d'en parler à ses parents, et ses parents ont eu l'intelligence de l'écouter, de la prendre au sérieux et d'aller voir tout de suite la police. Il y a eu une enquête et il se trouve que c'était un homme qui avait une personnalité extrêmement comment dire, obsessionnelle et qui notait absolument tout dans des petits carnets. Et donc, ils ont retrouvé des carnets dans lesquels il décrivait les agressions sexuelles et les viols qu'il a fait, qu'il a commis sur, donc je vous dis, plusieurs centaines d'enfants sur toute sa carrière. Bon, ben, les noms ont été recoupés, les lieux ont été recoupés, et bon, effectivement, il faisait ça sous couvert d'examen médical pendant la chirurgie et les jours qui suivaient. Et il se trouve qu'il y avait eu plein de drapeaux rouges et plein de signes d'alerte qui n'ont pas été écoutés chez cet homme-là. Cet homme, il avait été condamné 10 ou 15 ans plus tôt pour détention d'images pédopornographiques. Le Conseil de l'ordre était au courant. Il y avait eu à l'époque, quand il était en Bretagne, un de ses confrères, un psychiatre, qui avait tiré la sonnette d'alarme parce qu'il avait entendu tenir des discours, notamment des discours où il avait défendu un autre médecin qui, à cette époque-là, était mis en examen pour viol sur plusieurs dizaines de patientes. Il avait trouvé ça très louche, il avait averti ses confrères. Il a changé d'hôpital un petit peu parce que bon, ben, ça se passait pas bien. Quand il a été recruté à Jonzac, la direction de l'hôpital de Jonzac était au courant de sa condamnation. Ça, c'est incroyable. Moi, je peux pas d'images l'entendre, un truc pareil. Je peux pas l'entendre. C'est invraisemblable. C'est une série de démissions successives, quoi. Ah ouais. Et tout le monde a fermé les yeux. Le Conseil de l'ordre, la direction de l'hôpital, personne le conseil ne était s'est dit le conseil savait. Le conseil il ne fallait pas qu'il soit au contact d'enfants. Et le conseil savait. Et il a pu continuer. Mais oui. Personne ne s'est dit ça. Cette histoire, franchement, elle est, et c'est très récent, hein. Il a été arrêté il y a, je sais pas, il y a 2 ou 3, quelques années. Enfin, c'est vraiment très récent. Il a déjà été condamné pour viol sur ses nièces, il me semble. Et donc là, le procès pour les centaines et les centaines d'enfants, qui sont aujourd'hui pour la plupart des adultes, hein, va avoir lieu. Mais en fait, vous imaginez le nombre de victimes. Enfin, c'est un procès d'une ampleur énorme. Et bon, les actes sont atroces, mais ce qui est atroce, c'est de se dire qu'on aurait pu, si on n'avait pas ce réflexe de systématiquement protéger des gens qui sont potentiellement des agresseurs, quand on a quand même des signes d'alerte qui sont énormes. Mais plutôt de partir du principe que l'urgence, c'est de protéger les potentielles victimes, on aurait pu éviter des dizaines et des dizaines et des dizaines d'enfants victimes. Ouais. C'est terrible. Et si jamais, c'est vraiment terrible. C'est la remarque de Paduring avec qui on a échangé, tu as un petit peu changé, je crois aussi, qui dit, mais si jamais demain, on règle les problèmes de sous-effectifs dans les hôpitaux, est-ce que ce serait pas aussi plus facile de pouvoir foutre ces mecs-là dehors ? Mais bien sûr. Parce que là, par exemple, à l'hôpital de Jonzac, en fait, si on a gardé, c'est parce qu'ils avaient besoin d'un chirurgien viscéral. Ouais. Parce qu'en fait, dans les petits hôpitaux, Jonzac, c'est une petite ville. C'est un petit hôpital périphérique. C'est des hôpitaux. Tous les hôpitaux souffrent de la situation, mais les hôpitaux périphériques, c'est une catastrophe. Je suis pas rentrée dans les détails, mais ils tournent qu'avec des intérimaires. Enfin, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Et bien sûr que l'hôpital de Jonzac, il s'était beaucoup trop content d'avoir un chirurgien viscéral, donc personne n'a voulu le dégager. Tout le monde s'est dit, ce mec-là est trop précieux. Mais en fait, un violeur d'enfants n'est pas un mec précieux, en fait. Ouais, vraiment pas. Et si on était dans un système de soins qui tourne bien, avec un nombre de médecins suffisant formés depuis les années 90, on n'aurait pas eu à se poser ces questions-là. Et comment t'expliques du coup, je sais pas si tu as des hypothèses, le silence du personnel, du Conseil de l'ordre, parce que tout le monde sait en France que la pédocriminalité est un crime, hein. Il faut qu'on arrête avec ça, quoi, avec ce truc de soi-disant, oui, non mais de notre génération, c'était pas si grave, non mais attendez, ça suffit, quoi. Comment on explique en fait cette omerta ?
Mais les phénomènes de silenciation et de déni de l'entourage, c'est des trucs qu'on voit dans toutes ces histoires de violences sexuelles, particulièrement quand elles touchent les enfants. Dans les histoires d'inceste, par exemple, en fait, très très souvent, on pense que les enfants parlent pas. Alors, il y a des enfants qui n'osent pas parler, mais il y a plein d'enfants qui parlent, en Oui, fait, c'est qui vrai. disent des trucs. C'est juste qu'on n'a pas envie d'entendre. Il y a le système du silence qui se met en place. Alors là, en plus, il y a cette histoire de hiérarchie. Lui, c'est quand on est chirurgien, le chirurgien viscéral d'un hôpital périphérique, on a un statut qui est particulier, hein, qui est un statut extrêmement valorisant. Du coup, personne n'ouvre. Alors, il y a eu pas mal de reportages qui ont été faits sur l'affaire Le Squarnac, notamment des infirmières en fait qui disent des choses. C'est terrible, qui disent c'est vrai que j'ai eu des doutes, c'est vrai que parfois j'arrivais dans la chambre et puis il était bizarre et en fait tout le monde a des doutes, mais il y a aussi ce truc de oh là là, je vais quand même pas accuser quelqu'un à tort. Mais en fait, la réalité des agressions sexuelles en France, c'est pas qu'il y a des millions de gens en tôle pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, hein. La réalité des agressions sexuelles en France, c'est qu'il y a des millions de crimes sexuels qui sont pas punis. Alors, ça veut pas dire qu'il faut, comment dire, s'abstenir d'avoir les voies normales, c'est-à-dire quand on a une suspicion, on fait une enquête, la justice doit passer, etc. Bon, la justice, malheureusement, parfois, enfin, je veux dire, correctionnalise les crimes, etc. Donc, on peut même pas être vraiment sûr de ce maillon-là. Mais en fait, il y a une espèce d'idée générale de se dire, c'est plus grave. Par exemple, quand on a un soupçon sur un de ses collègues dans une société qui tourne bien, on devrait pouvoir se dire, j'ai quelques soupçons, il faut qu'il y ait une enquête, dans le doute. Et au pire, si l'enquête montre que, en fait, mes soupçons étaient faux, ben voilà, les soupçons étaient faux et tant mieux. Oui, oui. Mais dans le pire des cas, il vaut mieux avoir fait une enquête et que les soupçons se lèvent plutôt que ne pas faire d'enquête alors que le type viole des gamins. Absolument. Enfin, En ce qui c'est concerne évident. les droits de l'enfance, le juge Édouard Durand, il rappelle dans tous ses ouvrages que si on en vient à nous poser cette question-là, à savoir je vais quand même pas faire un signalement si je suis pas sûr, il dit posez-vous la question, qui est-ce que je souhaite protéger ? Un enfant qui est potentiellement victime ou un agresseur potentiel. Et tu parlais de la justice, une question que je connais vraiment très bien pour le coup, ils ont les mêmes difficultés que vous en médecine. Ils sont en sous-d'effectif comme pas permis. Ils sont obligés de requalifier des viols en agression sexuelle parce qu'il n'y aura pas de place aux assises et qu'ils préfèrent passer ça au tribunal correctionnel. C'est de la folie, quoi. Ouais, c'est terrible. Hein. C'est... Dans cette partie-là, tu voulais faire une parenthèse aussi sur les violences gynécologiques, je crois, et obstétricales. Ouais. Ah, juste, je voulais dire un mot parce que Oui. j'ai parlé de Le Squarnac. Je voulais parler de Pidol aussi parce que je trouve que ça dit d'autres types de choses sur ce qui se passe dans ces affaires-là. Et puis l'affaire Alain Pidol, c'est pratique d'en parler parce qu'elle est jugée et tout ça. Le type est condamné, donc c'est facile d'en parler. Pidol, c'est un psychiatre. Psychiatre qui était assez reconnu, qui a été condamné pour le viol de plusieurs de ses patientes. C'est un homme qui était... alors, pour ceux que ça intéresse, il y a un épisode de Code B de On te la raconte. Alors, c'est une série particulière de On te la raconte qui est centrée sur les analyses des experts psychiatres et psychologues des personnes qui ont commis des crimes. Alors, il n'y a pas que des crimes sexuels. Mais c'est très intéressant à écouter parce que ça dit des choses de la psychologie des gens qui sont auteurs de ces choses-là. Et Alain Pidol, c'était vraiment, on va dire, le mandarin de médecine typique, quoi. C'était un type qui était hyper tyrannique, très autoritaire, qui faisait des grosses colères, etc., mais qui était un peu considéré comme un génie de la psychiatrie. Pour autant, c'était un mec qui avait des pratiques qui étaient pas du tout, réglementaires, suivant les recommandations. C'était vraiment, ça va vous rappeler des types de personnalités qui ont été très médiatisées. Alors, bien sûr, je ne dis pas que tous ces types de personnalités-là sont des violeurs, hein, bien entendu, ne me faisons pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, il avait un rapport aux soins qui était, moi, j'ai pas besoin de me baser sur des preuves scientifiques pour soigner. Avec mon intuition, avec mon ressenti, je sais comment il faut bien faire les choses. Voilà, donc il avait vraiment ce profil-là. Et il a monté une clinique qui traite des adolescentes anorexiques. Et dans ce contexte-là, il a violé certaines de ses patientes. Alors, vous imaginez le niveau de vulnérabilité de ces jeunes filles, qui sont des jeunes filles qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui ont déjà des histoires traumatiques. C'est leur psychiatre. Elles sont hospitalisées pendant des mois et des mois et des mois, isolées de leur famille, etc.
Et dans ce contexte-là, bien sûr, le type a osé dire que c'était des relations consenties, etc. Enfin bon, Quelle il a honte. été condamné à 12 ans de prison ferme 13 ans même. pour ces faits-là. Ouais, c'est ça, peut-être un peu plus. Et lui, par exemple, ses collègues, ils savaient que parfois il emmenait des patientes à lui boire du champagne chez lui, etc. Et ah oui, bah c'est Alain, il a des pratiques un peu alternatives, mais quand même, c'est un très bon psychiatre. Enfin voilà, il y avait une espèce pareil, de normalisation des choses où tout le monde s'est tu jusqu'à ce que les patientes se regroupent et portent plainte. Et ça a été un chemin, ça a été la croix et la bannière pour elle, hein, vraiment, de le mettre en examen. Mais il l'a été. Et il a été condamné. Ce qui n'a pas eu lieu pour la majorité des types comme ça, hein, Oui, c'est vrai, malheureusement. tu as raison. Ouais. On passe aux violences gynécologiques du coup, pour finir le 4e point. Tu... Ouais, c'est ça. Bon, petit point sur les violences gynéco. Alors ça, c'est un truc dont on parle beaucoup. Il y a plein d'assos qui font beaucoup de boulot sur ces violences-là. Bon, je vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Il y a pas mal de contenu, pareil sur YouTube, qui parle de ça. Moi, je voulais dire deux choses. D'abord, qu'est-ce que les violences gynéco ont à voir avec les violences sexuelles en général, parce qu'il y a vraiment des points communs. Et deuxièmement, un petit point sur quels sont vos droits dans une consultation. Qu'est-ce que vous avez le droit de refuser? Qu'est-ce que vous pouvez demander à votre soignant? Je pense que ça peut être utile à tout le monde, donc je ferai un petit point là-dessus. Juste pour dire, dans les personnes qui sont accusées de violences gynécologiques et obstétricales, il y en a plein, hein. Il y a notamment une personne qui a été au gouvernement Macron d'ailleurs, hein, qui était accusée de ça par certaines de ses patientes. On retrouve une rhétorique qui est la même que la rhétorique dans les violences sexuelles. C'est ouais, ben, en fait, elle est venue à la consultation de gynéco, donc elle savait ce qu'allait Ouais, lui c'est ça. arriver. Elle a consenti Cette de espèce facto. d'idée ah ouais, qu'à partir du moment où quelqu'un consent à prendre un rendez-vous, à être en contact avec une personne qui va mener un examen gynécologique, et ben forcément, elle consent à la totalité de ce qui se passe, y compris si ça lui fait mal, y compris si c'est pas nécessaire, y compris si on lui explique pas pourquoi on le fait, y compris si on continue de lui faire alors qu'elle demande d'arrêter. Elle a pris son rendez-vous, donc elle est consentante. Il y a vraiment c'est la même chose que le type qui va dire bah ouais mais bon elle a accepté de boire un verre donc elle est consentante quoi. C'est la même rhétorique, c'est hallucinant. C'est la même chose. Du coup, tu parlais Alors des attends. droits. Oui, attends, excuse-moi, c'est que j'ai un petit souci de téléphone. Juste 2 secondes. Bien Ouais, sûr, c'est bon. je t'embête pas. Donc, Ouais, les droits. Alors, pour parler aux gens qui écoutent, ce live et particulièrement aux femmes qui peuvent être amenées à aller dans des consultations de gynéco, mais pas que, hein, ça concerne toutes les personnes dans toutes les situations de soins. Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Vous avez le droit de refuser un examen. Le, Dans le soin, on doit toujours recueillir le consentement de son patient. Alors, souvent, c'est un consentement qui est implicite. Moi, quand je prends l'attention à quelqu'un, je ne demande pas systématiquement le consentement de mon patient pour prendre sa attention. Mais quand on fait des examens qui sont des examens d'une partie aussi intime, bien entendu, on se doit d'avoir le consentement du patient et vous, en tant que patient, vous avez le droit de le retirer. Et il ne faut pas hésiter à parler avec vos soignants. Moi, je sais qu'en tant que soignante, en tant que médecin, j'ai changé mes pratiques en ayant discuté avec mes patientes. Je donne un exemple très simple, mais moi, maintenant, systématiquement, je propose l'auto-insertion du spéculum, c'est-à-dire que les femmes insèrent elles-mêmes le spéculum au moment de l'examen gynéco quand il est nécessaire. Hein, parce qu'il y a plein de cadres. Par exemple, si vous venez vous faire prescrire une contraception, a priori, il n'y a pas besoin de vous mettre de spéculum, à part pour poser un stérilet, pour prescrire une pilule. Si vous venez juste pour ça, il n'y a pas besoin de faire un examen gynécologique. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Et donc moi, un jour, c'est une patiente pour qui c'était très compliqué de réaliser les frottis. Il faut savoir que les patientes qui subissent des violences gynécologiques, ça leur cause même des problèmes de santé parce que parfois, elles sont tellement traumatisées qu'elles arrêtent de faire leur suivi. Et pour des femmes, ne pas faire de frottis pendant plus de 15 ans, c'est s'exposer potentiellement à avoir un cancer du col de l'utérus qui n'est pas diagnostiqué. Enfin, ça a des conséquences graves, hein. Et donc, cette patiente, ça faisait des années et des années qu'elle refusait de faire des frottis parce qu'elle avait subi un examen extrêmement violent et traumatisant par un gynécologue une quinzaine d'années plus tôt. On a fini par
toutes les deux arrivées à la conclusion qu'on allait le faire ensemble. Et c'est elle qui m'a demandé de pouvoir insérer elle-même le spéculum. Moi, j'avais jamais eu l'idée. Et j'avais jamais eu l'idée parce qu'en fait, on m'a jamais appris comme ça. Et donc, je dis ça pour vous dire que n'hésitez pas à parler avec vos soignants, à dire que vous êtes anxieux, à dire que c'est difficile, parce que nous, ben, on va s'adapter, on va pas faire les choses de la même manière. Et puis surtout, on peut apprendre des patients. Enfin, il y a plein de choses, nous, il y a plein de choses qu'on sait, mais il y a des choses qu'on sait pas, c'est votre histoire, votre ressenti, vos envies, etc. Ça, c'est vous qui le savez, c'est pas nous. Et donc, vraiment, parlez à vos soignants. Et si vous êtes face à un soignant avec qui vous pouvez pas parler, alors bon, malheureusement, il y a des fois où on n'a pas le choix parce que la démographie la démographie médicale fait qu'on n'a pas toujours le choix de son soignant. Mais si vous avez la chance de l'avoir, changez de soignant si vous pouvez pas parler avec lui. Et autre chose sur le suivi gynéco, je disais, il n'y a pas besoin de mettre un spéculum pour mettre une contraception, mais il n'y a pas forcément besoin d'aller chez un gynéco pour du suivi, on va dire gynéco de base, contraception frottis. Ça peut être fait chez un médecin généraliste, ça peut être fait chez une sage-femme. Alors, ça ne veut pas dire que les gynécos appliquent toujours de la violence et les sages-femmes jamais. Il y a des super gynécos et il y a des sages-femmes qui peuvent appliquer des violences. Néanmoins, les sages-femmes, elles sont aussi formées à des façons d'examiner les patients qui sont différentes. Moi, c'est auprès de sages-femmes que j'ai appris à examiner mes patientes sans utiliser les étriers. Vous savez, ces repose-pieds là qu'on utilise en gynéco. C'est des sages-femmes qui m'ont appris ça. Et les sages-femmes, elles ont souvent un abord de la patiente qui est assez différente, mais aussi parce qu'elles sont formées différemment des médecins. Et ça peut être aussi une solution si c'est compliqué pour vous, la consultation, etc. Vous n'êtes pas obligé de retourner chez le gynéco. Vous pouvez aussi aller chez des sages-femmes. Les sages-femmes, c'est pas que quand on est enceinte, c'est pour la santé de la femme en général. Ok, merci Chloé. Juste avant les questions que Ferry va poser, ça fait déjà 1h30, tu as eu une grosse journée de travail, on n'est qu'à la 4e question. Est-ce que tu veux qu'on fasse 5 questions ce soir et 5 la fois d'après pour que tu puisses te reposer, ou est-ce que tu veux enchaîner sur 3h30? Moi, ça va. Après, c'est pour toi surtout. Bon, Moi, tout va ça bien. va. Je t'avoue que je suis pas sûre que j'aurai le temps les jours d'après. Eh ben Mais écoute, après, on peut essayer d'être un c'est peu pour toi plus... aussi. Je sais pas, ça fait peut-être trop long pour les gens. Ah non, non, pas du tout. Alors moi, tu plaisantes, au contraire. Et puis sur YouTube, s'ils veulent pas regarder une vidéo de 2h30, ils regarderont pas, tant pis pour eux. Non, 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 je suis pas inquiet pour Tu ça. la couperas, tu feras des Ah non, chapitres. non, certainement pas, je ne couperai rien du tout. Ferry, est-ce qu'il y avait, j'imagine qu'il y a eu des questions ou des remarques sur cette partie-là? Alors, il y a eu beaucoup de questions Oui, et j'imagine. beaucoup de questions intéressantes. Donc, si votre question n'a pas été sélectionnée, je suis désolée. Il y a une question de Deanaya qui concerne le consentement des patients, qui n'a pas l'air d'être une grande préoccupation de certains médecins. Alors oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a des. Alors, dans le code de déontologie, il est écrit qu'on doit, pour tout acte de soin, que ce soit un examen, que ce soit un traitement, recueillir le consentement libre et éclairé du patient. Les 3 mots sont importants. Consentement libre, éclairé. En pratique, il y a un rapport aux soins qu'on appelle la médecine paternaliste, qui était cette manière de faire du soin en pensant que nous sommes les médecins, nous avons le savoir, et donc je sais mieux que le patient ce qui est bon pour lui, et donc le patient doit accepter ce que je propose par principe. Cette vision-là de la médecine paternaliste, elle existe encore un peu, mais elle est quand même vraiment battue en brèche. Il y a quand même des modifications de pratiques qui se font depuis plusieurs dizaines d'années. Nous, par exemple, quand on enseigne la médecine générale, ce qu'on enseigne, c'est que la décision médicale, elle repose sur 3 points. Le premier, c'est les connaissances scientifiques et théoriques. Et donc, ça sous-entend d'être capable de lire des études scientifiques, d'être capable de critiquer d'où viennent les études. Par exemple, qui finance l'étude? Est-ce que c'est la personne qui a un intérêt à ce qu'on prescrive de médicaments, ou est-ce que c'est une étude indépendante? Est-ce qu'elle a été répliquée, etc., etc. Le deuxième point, c'est quelles sont les données de notre consultation, de notre examen clinique. Donc, quand on interroge le patient, quand on l'examine, quand on lui fait passer des examens, des prises de sang, des imageries, quelles sont les données de ces choses-là? Et le troisième point, c'est le patient. Quelles sont ses représentations? Quel est son avis? Qu'est-ce qu'il veut? Comment il conçoit les choses? Et ce qu'on apprend à nos étudiants, c'est que la décision de soin,
elle vient de ces 3 choses-là. Ni d'une seule, ni de 2, mais des 3. Et l'avis du patient a une importance capitale. Et d'ailleurs, nous, on parle de décision partagée quand on prend une décision de soins. Alors, c'est pas parce qu'on le dit comme ça dans nos textes que ça se passe toujours comme ça. Néanmoins, maintenant, nous, on a une manière d'enseigner le métier qui est de leur dire la norme du fonctionnement, c'est ça. Le problème, c'est que la médecine paternaliste, ça a été le cas pendant très, très, très longtemps. Et quand une structure existe depuis très longtemps, pour la modifier, ça prend du temps. Les comportements individuels, ils sont influencés par la manière dont on va enseigner le soin, mais il y a aussi des comportements individuels qui peuvent diverger. Néanmoins, en tout cas dans les jeunes générations, moi j'ai l'impression que c'est des trucs dont on parle beaucoup plus et qui semblent plus évidents. Et il reste du boulot. Après, on partait de loin, donc ouais, mais il reste du boulot, je suis d'accord. Une question de Happy Mary. Est-ce que tu pourrais parler des entraînements d'internes qui sont faits sur des patients endormis? Ça me semble quand même assez délirant comme truc, mais est-ce Ouais. que ça se fait? On comptait en parler, effectivement. Alors, moi, j'ai entendu ces histoires, j'y ai pas assisté. Ça ne m'étonnerait pas que ça ait lieu, voilà, dans certaines pratiques. Je sais que moi, par exemple, pour apprendre à palper une prostate, donc la palpation de la prostate, elle se fait par un toucher rectal. Elle se trouve à quelques centimètres à partir de la marge anale, et donc il faut insérer un doigt dans l'anus du patient, donc d'un homme, pour palper la prostate. Et moi, on m'a appris sur ce qu'on appelle des boîtes à prostate, c'est-à-dire des espèces de boîtes à camembert où on recrée différentes textures de prostate, la prostate infectée, la prostate normale, la prostate avec un cancer, etc. Et moi, mes chefs m'avaient dit c'est super d'avoir les boîtes à prostate parce qu'on n'est plus obligé de vous faire passer au bloc pour tâter les prostates de tous les patients endormis. Voilà. C'est des pratiques qui sont intolérables. De toute façon, une agression insérer quelque chose dans les organes intimes de quelqu'un, c'est un viol quand la personne ne consent pas. Le viol par soumission chimique, ce qui peut être ce qu'on considère quelqu'un en anesthésie générale, est tout autant un viol que le viol sur une personne consciente et éveillée. Donc, bien entendu, c'est des pratiques qui n'ont absolument pas lieu d'être et qui doivent être condamnées absolument. C'est même une circonstance aggravante d'après la loi, la soumission chimique. Ouais. Tu avais d'autres remarques, Ferry? Ouais. Alors oui, il y en avait beaucoup d'autres. J'ai essayé de... Alors il y a une remarque de X, Scarold X, qui dit en plus de ça, le médecin reste encore une figure d'autorité, ce qui doit rendre encore plus difficile le signalement par les victimes. Mais évidemment qu'on est dans on en parlera juste après quand on parlera du Conseil de l'ordre, mais il est évident que la relation de soins est par définition une relation asymétrique, par définition. Et donc, il est inenvisageable de considérer qu'une relation entre un médecin et son ou sa patiente soit une relation qui est faite dans le consentement libre. C'est par définition une relation asymétrique. Au même titre qu'on ne peut pas considérer qu'un enfant est consentant face à un adulte. Ce sont des relations qui sont tellement asymétriques que le consentement dans ce contexte ne peut pas exister. Et donc, les médecins qui ont des rapports sexuels avec leurs patientes en utilisant comme argument que la patiente était consentante, sont des gens extrêmement malhonnêtes parce que, en fait, je vous redonne l'affaire Pidol, mais bien sûr que Alain Pidol, psychiatre, chef de service, créateur d'une clinique pour des adolescentes anorexiques, savait qu'il avait une relation d'emprise sur ses patientes. C'est évident. Oui, CF, et pareil, on en avait parlé un peu au téléphone, les relations entre les enseignants et leurs élèves. Moi, je suis extrêmement sensibilisé à ça. Oui. Il y y avait une autre remarque Oui, les encore? enseignants et les élèves, les patrons avec leurs employés. exactement. Enfin, Enfin, je veux dire, voilà, c'est quand il y a indéfendable. des relations d'asymétrie, la séduction ne peut pas avoir lieu. En fait. Ouais, je suis d'accord, c'est indéfendable. Il y avait peut-être une dernière remarque encore, Ferry? Ou deux? Alors, il y avait une question de Goloa
Gauloise Kiki, qui dit est-ce que la Est-ce que la déshumanisation du patient n'est pas aussi un moyen de se préserver psychologiquement pour le personnel médical? Intéressant. Alors, je vais faire une réponse de Normande, puis après je vais développer. Oui et non. Oui, je pense que quand on est dans une situation, je reparle de l'état de l'hôpital public actuellement, mais quand on est dans une situation où on ne peut pas bien soigner les gens, le fait de se détacher de l'état de santé des gens, de déshumaniser, de dépersonnaliser les gens, c'est une manière de se protéger de la violence dans laquelle on est, de la violence dans laquelle on travaille. Quand vous regardez les échelles d'évaluation du burn-out, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle MBI, du burn-out soignant. Je crois qu'elle est centrée sur le burn-out soignant, cette échelle. Il y a toute une partie des items qui portent sur la dépersonnalisation, justement. Quand on se met à en avoir plus rien à foutre de ce que nous disent les gens, quand on se met à être agacé quand les gens nous parlent de leurs difficultés, quand on se met à ne pas faire attention aux sentiments des gens, en fait, c'est un signe de burn-out. Ça fait partie des signes du burn-out. Et donc, il y a une part de, des conditions de travail des soignants qui font qu'on va aller vers la dépersonnalisation et la déshumanisation. Mais il y a aussi, encore une fois, quel est le rapport qu'on a aux êtres humains? Comment on enseigne le soin à des soignants? Comment on considère la relation de soin? Comment on considère l'autre? Et ça, c'est une question plus profonde, philosophique. Je pense qu'il y a certaines spécialités médicales dans lesquelles on est obligé de mettre un peu à distance. Je parlais de consentement aux soins tout à l'heure. Il y a des contextes dans lesquels il n'est pas possible de recueillir le consentement des patients. Je pense au contexte d'urgence vitale. Une urgence vitale, un patient tombe d'un coup dans une gare, il fait un infarctus, il fait un arrêt cardio-respiratoire. Bon, là, on le masse, on fait les gestes de première réanimation. On peut être amené à faire des gestes extrêmement invasifs, essayer de lui poser une voie. Si on ne trouve pas une veine, on lui met une voie dans l'os, etc. Enfin, là, on fait des gestes qui sont très, très, très invasifs, qui peuvent être violents, mais qui sont absolument nécessaires très vite, immédiatement, pour sauver la vie du patient. Quand une personne pratique de la chirurgie sur un patient, il a besoin de mettre une sorte de distance entre le travail technique qu'il est en train de faire et la personne qu'il est en train d'opérer. S'il a en permanence en tête que cette personne qui fait une hémorragie interne sur laquelle il faut aller très très vite, a 3 enfants qui sont en train de pleurer dans la pièce d'à côté de peur que leur père meure, etc., bon, il ne peut pas être concentré sur son geste. Néanmoins, en dehors de ces situations d'urgence extrême, nous n'avons pas besoin de déshumaniser nos patients pour bien travailler. J'ai même envie de dire que c'est l'inverse, en fait. Si nous déshumanisons nos patients, nous ne pouvons pas comprendre qu'est-ce qu'ils attendent de nous, quelle est leur histoire, comment ils vivent ce qu'on est en train de leur faire, est-ce qu'ils comprennent le traitement qu'on est en train de leur proposer, est-ce qu'ils comprennent pour toutes les règles d'éducation thérapeutique, etc., qu'on est en train de leur inculquer. Si on n'est pas capable d'être en empathie avec la personne qu'on a en face de toi, on ne peut pas faire un soin de qualité, en fait, en dehors de ces situations d'urgence extrême où là, effectivement, on applique du protocole très précis. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je sais que pendant le Covid, il y a certaines personnes qui ont dit que oui, voilà, faut faire quick and dirty. Quand c'est l'urgence, on réfléchit pas, on fait pas les protocoles, on agit, etc. Non, en médecine, c'est strictement l'inverse. Plus c'est urgent, plus on est dans une situation compliquée, plus on se fie à des protocoles qui sont déjà édictés et on suit ces protocoles-là justement pour pas faire de conneries. Ok. Il y avait un dernier point à aborder, Ferry, où on avance? Bah oui, il y a encore des questions. S'il y a le temps, je peux en poser une dernière. Allez, sinon une on va petite avancer. dernière, avec plaisir. Une question qui me semble intéressante, qui n'est pas vraiment une question, mais je l'ai vu passer, je pense que ça peut être intéressant de l'aborder. Il paraît qu'il y a une liste des gynécos qui sont safe. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, est-ce que c'est possible de l'avoir et de la partager Alors, dans je le sais qu'il y a chat? des assos. Ouais, je sais qu'il y a des assos de patientes qui ont fait ça pour les gynécos. Je sais qu'il y a aussi d'autres types de listes qui existent. Je pense aux personnes LGBT, par exemple.
qui se passent entre elles les adresses des médecins pour lesquels elles savent qu'elles ne vont pas subir de discrimination ou de violence, que ce sont des gens qui connaissent leurs problématiques, etc. Donc effectivement, il y a ces listes-là qui existent pour des raisons de mon statut de médecin. Moi, je les diffuse pas parce que je peux me mettre dans des situations compliquées si je le fais. Mais rapprochez-vous d'assauts de patientes qui sauront très très bien vous aiguiller sur ce type de choses. Et encore une fois, sur les violences gynéco et obstétricales, il y a un collectif qui existe, qui fait un boulot énorme, et il y a plusieurs assos qui existent. Et vraiment, n'hésitez pas. Je suis pas rentrée énormément dans les détails, mais elles font un boulot de dingue, et ça mérite d'être souligné. Et voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces assos-là. Je pense que Stéphane pourra vous les mettre en lien. J'ai déjà ces je te les donnerai listes-là. off, En si fait, tu veux. je les mettrai dans la description sur YouTube. J'ai déjà ces listes-là. Ouais. On passe au 5e point.